Voilà, nous abordons donc l'introduction au métabolisme cellulaire. Ce chapitre du métabolisme cellulaire sera donc enseigné en détail, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, l'année prochaine en S3. Donc ici, c'est seulement donc un cours qui va vous préparer, qui va vous donner quelques bases, quelques notions qui vont vous servir donc dans ce module de métabolisme. Je vous rappelle un peu ce qu'on a vu dans l'une des vidéos précédentes, que dans la cellule, il y a des réactions exergoniques et des réactions endergoniques. Exergoniques, donc qui libèrent de l'énergie, et endergoniques, au contraire, qui ne peuvent pas avoir lieu sans un apport externe de l'énergie. Mais où se passent ces réactions productrices et consommatrices d'énergie dans la cellule? Dans quel endroit? Dans quels organites cellulaires? Avant de répondre à cette question, rappelons rapidement d'abord ce qui différencie une cellule animale d'une cellule végétale. Bien sûr, il n'est pas question de refaire ici le cours sur les organites cellulaires, mais nous essayerons ici d'aborder ce thème au point de vue purement énergétique. Voici dans cette diapositive représentée schématiquement une cellule animale à gauche et une cellule végétale à droite. Sur cette image, donc, on voit que aussi bien la cellule animale à gauche que la cellule végétale contiennent toutes les deux un noyau, des mitochondries, l'appareil de Golgi, des lysosomes, des membranes cytoplasmiques, etc. Mais ce qui différencie la cellule animale de la cellule végétale, quand on regarde bien la composition des organites ici présents dans la cellule végétale, par exemple, on voit cet organite-là, qui est le chloroplaste, et qui est spécifique à la cellule végétale. Il n'existe pas dans la cellule animale. La paroi cellulosique, que vous avez vu aussi dans le cours de biologie cellulaire avant, n'existe pas dans la cellule animale. Sinon, les autres organites existent aussi bien dans l'une que dans l'autre. J'attire votre attention ici sur deux organites très importants et qui jouent un rôle dans les échanges énergétiques. C'est le chloroplaste pour la cellule végétale et la mitochondrie, aussi bien pour la cellule animale que la cellule végétale. Voyons un peu de plus près ces deux organites. Et on va commencer par le chloroplaste. Si on prend une feuille végétale quelconque, on la coupe transversalement, on obtient cette image. Et on voit ici une série de cellules mésophiles. Si on prend l'une d'elles, on voit ici cette cellule mésophile composée donc d'une vacuole, d'un noyau et d'un chloroplaste, donc qui ressemble à toute autre cellule végétale, avec bien sûr une paroi cellulosique à l'extérieur. Si on prend cet organite, le chloroplaste, on le grossit encore au microscope, on obtient cette image. Donc, une sorte de disque constitué d'une double membrane, membrane externe et membrane interne, et à l'intérieur un empilement de lamelles membranaires, d'une sorte de disques les uns sur les autres qu'on appelle des thylakoïdes. L'ensemble des disques, par exemple ici, un amas de disques de thylakoïdes forme ce qu'on appelle un granome. Ici aussi, sur cette diapositive, toujours concernant le chloroplaste, on voit une cellule donc végétale à gauche, un ensemble de cellules végétales. On reconnaît donc la paroi pectocellulosique avec sa forme hexagonale. Et on voit à l'intérieur de chaque cellule un ensemble de chloroplastes qui baignent donc à l'intérieur du cytoplasme de ces cellules.
Et j'attire votre attention, bien sûr, sur la coloration verdâtre qui se trouve, qui est spécifique au chloroplaste. Parce que, justement, c'est là où on trouve le pigment qui donne cette coloration verdâtre aux végétaux et qui s'appelle la chlorophylle. Quand on grandit donc ce chloroplaste, comme on l'a vu déjà dans la diapositive précédente, là, schématiquement, on voit donc le granome, l'amas, donc l'empilement de cétylacoïdes, et on voit ici la présence dans ce chloroplaste de l'ADN et aussi des globules lipidiques. L'intérieur donc du chloroplaste s'appelle le stroma. Donc ici, retenez bien, double membrane, une membrane externe et une membrane interne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la structure du chloroplaste? Donc, on vient de voir que c'est un organisme spécifique des cellules végétales. Et quand on regarde sa composition, on a vu la présence d'un acide nucléique, l'ADN, de gouttelettes lipidiques, de protéines, etc. Donc ça rappelle la composition d'une bactérie, et spécialement d'une cyanobactérie, des bactéries qui ont la capacité de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et justement, il y a une théorie scientifique qui avance que, justement, les chloroplastes, à l'origine, c'était des cyanobactéries qui ont pénétré dans une cellule eucaryote primitive. Donc le chloroplaste, il est séparé du cytoplasme par une double membrane, donc deux membranes, une externe et une interne, séparées par un espace qu'on appelle l'espace intermembranaire. Et à l'intérieur, le chloroplaste, il est constitué d'un empilement de thylakoïdes qui baigne dans le stroma, c'est-à-dire le liquide intrachloroplastique. Quelle est la fonction du chloroplaste? Rappelons que les végétaux sont des êtres vivants, autotrophes, qui produisent de la matière organique à partir de CO2, H2O et l'énergie solaire. Ils sont capables donc de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique utilisable par les êtres vivants. Cette production de l'énergie par les végétaux se fait grâce au soleil et à la chlorophylle, le pigment dont je vous ai parlé précédemment, et qui est situé dans les thylakoïdes des chloroplastes. L'opération de cette transformation d'énergie solaire en énergie chimique s'appelle la photosynthèse. On passe au deuxième organisme très important au niveau énergétique cellulaire, c'est la mitochondrie. Là, sur cette diapositive, on voit deux images, l'une à gauche, qui représente la mitochondrie vue au microscope électronique. On reconnaît déjà une double membrane aussi, et avec un enchevêtrement, une pénétration de la membrane interne à l'intérieur de cet organite qui forme ce qu'on appelle des crêtes. Voilà, on le voit des deux côtés. Et là aussi, on va reconnaître la présence d'acide nucléique, en l'occurrence l'ADN, comme chez le chloroplaste. Et à droite, la même chose, la mitochondrie, schématisée avec un dessin. On voit donc la membrane interne, ici à l'intérieur, qui se replie sur elle-même pour former les crêtes. Une matrice, donc l'espace à l'intérieur de cet organisme cellulaire. Et puis une double membrane, une membrane interne et une membrane externe avec un espace intermembranaire entre les deux. Donc là aussi, quand on regarde la composition détaillée de cet organisme, ça rappelle aussi la composition d'une bactérie. Et qui, avec le temps, cette bactérie a pénétré dans une cellule primitive.
Alors, quel est le rôle et la structure détaillée de cet organite qui est la mitochondrie? Ils ont un diamètre de 0,75 à 3 micromètres et une longueur pouvant atteindre 10 micromètres. Leur nombre par cellule va varier considérablement suivant les espèces et suivant les tissus et suivant le type cellulaire en question. Par exemple, les plaquettes sanguines vont contenir très peu de mitochondries, tandis que les cellules du foie, les hépatocytes et les cellules musculaires, les myocytes, ils peuvent en contenir plus de 2000. Pourquoi cette différence? On le comprend très facilement parce que aussi bien les cellules musculaires que les cellules du foie vont avoir besoin de cataboliser l'énergie et tirer l'énergie donc de la matière organique. Et justement, le catabolisme va se passer dans cet organite qui est la mitochondrie. C'est pourquoi leur nombre est plus important dans ces tissus du foie et du muscle. Enfin, dans la matrice de ces organites, les mitochondries, on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, un génome propre à cet organite, ce génome mitochondrial constitué par l'ADN. Et cet ADN qu'on trouve dans la mitochondrie ressemble de très près au génome bactérien parce qu'il est circulaire. Et on va retrouver également des ribosomes parce que on va avoir besoin de synthétiser des protéines propres à cet organite mitochondrial. Les mitochondries, maintenant parlons un peu de leur fonction. Les mitochondries sont souvent décrites comme les centrales énergétiques des cellules. En effet, ils contribuent à l'essentiel de la production d'ATP cellulaire. Et d'ailleurs, le cycle de Krebs, dont on va parler tout à l'heure, aussi bien que la chaîne respiratoire, se trouve à l'intérieur de cet organite mitochondrial. À côté de ce rôle énergétique, bien sûr, les mitochondries interviennent aussi dans le contrôle du cycle cellulaire, mitose, la croissance des cellules, etc. La membrane mitochondriale externe, elle est percée, elle est trouée, et ces trous, on les appelle des porines, permettant l'échange entre l'organite et le milieu extérieur. En résumé, si on veut comparer la mitochondrie au chloroplaste, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour la mitochondrie, l'organite est semi-autonome. Le chloroplaste aussi. Leur division, tous les deux, se passe d'une manière binaire. Le milieu réactionnel de la mitochondrie s'appelle la matrice, alors que le milieu réactionnel du chloroplaste s'appelle le stroma. On trouve des éléments aussi bien dans la mitochondrie que le chloroplaste, par exemple l'ADN, des ribosomes et des enzymes. On trouve dans les deux une membrane externe perméable, non sélective. Et on trouve dans la mitochondrie une membrane interne qui se replie sur elle-même et qu'on a appelé, rappelez-vous, ces replis des crêtes. Alors que la membrane interne au niveau des chloroplastes va former ce qu'on a appelé des thylakoïdes. Dans les deux organites, on va trouver des transporteurs d'électrons. Et dans les deux, on va trouver une enzyme spéciale qui s'appelle l'ATP synthase. Comme son nom l'indique, va jouer un rôle très important dans la synthèse de l'ATP. Tout le monde sait, le glucose
est le carburant favori du monde vivant. Donc nos cellules, aussi bien les animaux que les végétaux, carburent au glucose. Alors comment les cellules font-elles pour le dégrader et en tirer l'énergie nécessaire à leur vie? Et répondons d'abord à cette question, où se trouve le glucose dans nos cellules? Et d'où vient-il? La réponse est la suivante. Le glucose se trouve stocké sous forme de glycogène dans les cellules du foie et du muscle. Et ceci chez les animaux. Alors que chez les végétaux, le glucose va se trouver sous forme d'amidon. Il se trouve par contre sous une forme libre dans le sang des animaux et dans le cytoplasme de nos cellules. Mais il peut provenir de l'alimentation ou bien il peut être synthétisé in vivo, c'est-à-dire dans l'organisme. L'opération de synthèse du glucose in vivo est appelée la nuoglucogénèse. Et il se passe, comme on va le voir dans le métabolisme, au niveau du foie. Les éléments qui peuvent donner lieu à la synthèse du glucose, on va les appeler des glucoformateurs. Gluco et formateur. Gluco pour glucose et formateur pour formation. Donc ce sont des éléments, des composés qui vont former le glucose. Ces éléments sont des acides aminés, certains acides aminés, pas tous, du glycérol et de l'acide lactique. D'abord un petit rappel, vous avez vu dans vos cours antérieurs que lorsqu'une cellule utilise pour respirer une molécule de glucose, elle a besoin de 6 molécules d'oxygène pour l'oxyder totalement. Et je vous rappelle un peu la réaction globale de cette dégradation du glucose. Donc glucose, C6H12O6, donc c'est un exose, plus 6 molécules d'oxygène, 6O2, et à la fin, on va obtenir 6 molécules de CO2, du dioxyde du carbone, et 6 molécules d'eau. Et là, on note qu'il y a de l'énergie qui est libérée par cette réaction. C'est ce qui est schématisé en jaune ici. Et attention, quand on écrit les réactions en biochimie, ces réactions doivent être équilibrées, de la même manière que vous avez vu dans vos cours de chimie. Toutes les réactions sont équilibrées. Dans ce cas, c'est-à-dire pendant l'oxydation d'une molécule de glucose, on a dit qu'il y a de l'énergie qui est libérée. Alors, quand on dégrade une seule molécule de glucose, il y a libération de 2860 kJ. Je vous rappelle que la calorie est une unité d'énergie aussi, comme le joule, valant approximativement 4,182 joules. Notons que comme dans toutes les réactions chimiques, une grande partie de l'énergie se dissipe sous forme de chaleur. Donc ça, c'est une loi, c'est un principe thermodynamique général. La part réellement utilisable par les cellules représente environ 40% seulement de cette valeur. Donc 40% seulement de l'énergie des 2860 kJ libérés par l'oxydation d'une molécule de glucose sont seulement utilisés par la cellule. En dégradant une molécule de glucose, combien alors la cellule va-t-elle fabriquer de molécules d'ATP, sachant qu'une ATP
nécessite 30 kJ. Alors réfléchissez bien et faites un peu ce calcul, c'est très simple. Donc utilisez les données, une molécule de glucose dégradée libère 2860 kJ, et on sait que 40% seulement de cette énergie libérée est utilisée réellement par la cellule pour synthétiser l'ATP. Et une dernière donnée, une ATP nécessite 30 kJ. Alors si vous avez la réponse, je vous la donne ici pour vérifier un peu ce que vous avez fait. Revenons à cette équation de dégradation du glucose. Glucose plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette équation représente le bilan global de la respiration. C'est un résultat final. En réalité, l'oxydation d'une molécule de glucose se fait d'une manière progressive. تدريجيا. La molécule de glucose ne donne pas directement du CO2 et H2O. Elle va passer par plusieurs étapes. Et progressivement, on va arriver à ces molécules de CO2 et H2O. Donc, la molécule de glucose va passer par un très grand nombre de réactions chimiques successives et dans des compartiments cellulaires différents. Donc, un makin différent. Il y en a qui vont se passer dans le cytoplasme de la cellule et il y en a qui vont se passer dans la mitochondrie, avant d'arriver à la formation justement de notre énergie ATP et libération de CO2 et H2O. Les dernières étapes vont se dérouler dans des organites cellulaires spécialisés qu'on a vu précédemment, les mitochondries. Alors, dans les mitochondries, l'oxygène va jouer un rôle très important. C'est pour ça qu'on a besoin de respirer. Et cet oxygène va former de l'eau en fixant l'hydrogène provenant des molécules oxydées, c'est-à-dire de la matière organique. Donc, le schéma est le suivant. On a la matière organique riche en hydrogène. C'est pour ça que je l'ai représenté ici XH2, donc la matière organique qui représente le carburant, le workwood, que la cellule va utiliser pour tirer son énergie grâce à l'opération d'oxydation. Et en parallèle, elle aurait besoin de l'oxygène qui va jouer le rôle de comburant, c'est-à-dire le oxyde, avant de donner d'un côté l'hydrogène va se combiner avec l'oxygène pour former l'eau et notre matière organique va se retrouver sous forme oxydée. Donc on passe de XH2 à X. C'est pour ça qu'on parle d'oxydation. Alors quelles sont les grandes étapes dont je parlais tout à l'heure par lesquelles va passer le glucose lors de son catabolisme, de sa dégradation? La réponse est dans cette diapositive. Regardez bien. On a 3 étapes. La première, en haut, s'appelle la glycolyse. Et elle est cytoplasmique. Regardez ici. Schématiquement, on représente une cellule avec la membrane ici, la matière organique représentée ici par le glucose qui va rentrer, et la glycolyse se passe dans les cytoplasmes de la cellule. Résultat, une molécule que vous connaissez très bien, le pyruvate. Et en route, la glucose, ou la glycolyse, pardon, va libérer de l'énergie. Alors, quand on va former le pyruvate, il y a 2 possibilités pour la cellule. Soit elle n'a pas d'oxygène à sa disposition, et à ce moment-là, elle va faire ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes
de la fermentation. Et le produit final sera un alcool, par exemple ici l'éthanol, ou bien un acide, par exemple ici l'acide lactique. Deuxième possibilité pour le pyruvate, quand l'oxygène est à la disposition de la cellule, on va encore dégrader ce pyruvate à l'intérieur de la mitochondrie pour tirer de l'ATP, de l'énergie. Donc retenez bien, première étape cytoplasmique et qui va mener du glucose au pyruvate. Après, deux possibilités, soit on va fermenter ce pyruvate, soit on va continuer à le dégrader en présence d'oxygène. Donc trois étapes pour dégrader complètement le glucose. D'abord, la glycolyse en forme de l'acide pyruvique et un peu d'énergie. Deuxième étape ici, qui se passe dans la mitochondrie et qu'on appelle le cycle de Krebs, ou cycle du citrate. Là aussi, on va pouvoir libérer un peu d'énergie. Mais la majorité d'énergie de ces composés reste enfouie, stockée sous forme de transporteurs d'électrons qu'on appelle NADHH+, et FADH2. Donc, retenez bien, deux étapes qui permettent la formation d'un peu d'énergie, mais la majorité de l'énergie qui se trouvait au départ dans le glucose va se trouver dans des transporteurs d'électrons NADHH+, et FADH2, pardon. Une troisième étape de dégradation va utiliser ces transporteurs d'électrons riches en énergie et il va pouvoir donc profiter de ce transfert d'électrons, de ces transporteurs, pour arriver à la fin à l'oxygène et on va former de l'eau. Résultat, formation de la majorité d'ATP à ce niveau qu'on appelle la chaîne respiratoire. Donc en résumé, je vous répète une dernière fois, trois étapes de dégradation du glucose pour former l'énergie. Glycolyse, cycle de Krebs et chaîne respiratoire. La glycolyse est cytoplasmique. Elle peut avoir lieu en présence ou en absence d'oxygène. Le résultat de cette glycolyse, c'est l'acide pyruvique. Cet acide pyruvique va pénétrer dans la mitochondrie et il va subir une suite de réactions cycliques qu'on appelle le cycle de Krebs. Là aussi, on libère un peu d'énergie. Dans les deux étapes, glycolyse et cycle de Krebs, la majorité de l'énergie va se trouver enfouie, stockée dans des transporteurs d'électrons qu'on appelle NADHH+, et FADH2. Une troisième étape qu'on appelle chaîne respiratoire et qui se passe dans la membrane interne de la mitochondrie va nous permettre de former la majorité de l'énergie sous forme d'ATP. Et les électrons, qui étaient au départ riches en énergie, à des niveaux énergétiques très importants, vont se retrouver à des niveaux énergétiques très bas et ils vont être acceptés par l'oxygène pour former l'eau.